Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone. On se retrouve pour une nouvelle interview après Mathieu Valbuena, après Nabil Djellit, Julien Fournier. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir monsieur Ludovic Obraniak. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ludovic. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation, je suis flatté. Avec plaisir, hein. En plus, notre communauté s'est montrée hyper enthousiaste, donc j'espère que voilà, on va avoir un échange qui va leur plaire. En tout cas, avant qu'on commence à discuter, justement, ceux qui nous regardent, je vous invite à vous abonner, à mettre un like parce que ça nous aide à mettre l'algorithme dans la poche. Et ça, évidemment, ça fait plaisir. Bon, Ludovic, pour ceux qui ont suivi la Ligue 1 il y a des années de ça, on vous présente plus. Même ceux qui, pour moi, un peu plus jeunes, vous ont vu souvent en carte Panini, voilà, dans le rectangle. Mais je pense que pour les plus jeunes, un petit rappel du CV s'impose. Alors vous êtes formé à Metz, ensuite donc vous y jouez pro pendant 5 ans, vous allez à Lille, vous y gagnez la Coupe de France et la Ligue 1 avec Rudy Garcia notamment, vous jouez 200 matchs quand même. Ensuite vous allez 3 ans, tu vas à 3 ans à Bordeaux, je te vous vois depuis le début mais en réalité on se tutoie, pour terminer ta carrière à Auxerre pendant 2 ans ensuite, et tu passes directement consultant chez RMC jusqu'en 2020, ensuite tu vas à l'équipe, c'est le média sur lequel tu es actuellement. Et voilà, normalement, j'ai rien oublié. Si, 34 sélections avec la Pologne, c'est bien aussi ça. Tu me dis, hein, je pense que j'ai rien oublié là. Il y a un truc que tu as oublié et qui me tient à cœur, c'est Ouais. la Gambardella, c'était en 2001, il me semble, Avec le FC Metz, effectivement. avec le FMS. Mm. Et avec des noms qui doivent vous dire quelque chose, c'est Manu Adebayor et Ludo Butel. Avant que qu'on commence à discuter de tout ça, de l'actualité de l'OM, en ta qualité de consultant, notamment sur l'arbitrage, où tu as une position un peu, je dirais, clivante par rapport à l'OM, mais on va en reparler vraiment plus profondément après. Nous, on aimerait bien savoir quel lien tu as avec l'OM, ce que tu penses un peu de l'atmosphère du club, du Vélodrome, et si par exemple t'aurais pu signer là-bas, parce que j'ai ouï dire d'une histoire de messages vocaux avec José Anigo. Alors, pour tout te dire, mon premier rapport à l'OM, il est sur l'épopée 93. Hmm. Comme beaucoup de gens de ma génération, l'épopée en Ligue des Champions et ce fameux match contre le Milan AC et ce match contre le Paris Saint-Germain où les deux têtes de Basile Boli ont un effet très impactant sur les jeunes de mon époque. Pour contrebalancer et pour qu'on ne soit pas dans le... Parce que beaucoup de gens m'ont accusé de clubisme, enfin Hmm. de préférence. Moi, mon leitmotiv et mon cheval de bataille, c'est le football dans sa généralité. Moi, mon équipe de cœur, c'est Metz 98, qu'on soit clair, qu'on soit clair là-dessus. J'ai pas d'incointance que ça soit ni pour l'OM ni pour le Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai été bercé par l'OM 93, le match du PSG contre le Real de Madrid Ouais. et la Coupe du Monde qui s'ensuit derrière 94, qui est aux États-Unis et qui est pour moi une des plus belles. Et Voilà. puis t'as parlé de Metz 98, donc Robert Pires, Ah bah oui, qui va juste après à l'OM en plus. Mais bon, ça, quasiment. voilà. Ouais, quasiment. On est dans la même temporalité, mais oui, du coup, il y a la continuité de suivre Robert, qui est pour nous, ouais, c'est comme Johnny à Metz, c'est l'idole des jeunes, hein. C'était incroyable. Je crois que en tant que jeune supporter, j'avais jamais vu un stade se lever et scander un nom. Ouais. Et la première fois que ça s'est fait pour moi, que j'ai vécu ça dans un stade, c'était au stade Saint-Symphorien, et c'était pour Robert Pires. Il n'y a pas une fresque de lui comme Maradona à Naples, à Metz? Je crois pas, mais ça mériterait Bah ouais, hein. d'être étudié, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère du club, du Vélodrome? Bah, c'est toujours quelque chose de particulier. Il y avait toujours une espèce de petite peur à l'idée d'aller au Vélodrome quant au côté un peu sang chaud, le côté un peu ambiance, le côté un peu bousculé, quoi. On savait qu'au Vélodrome, il y avait aussi des joueurs, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais les joueurs étaient sublimés par la passion du public et par le bruit et par l'environnement. Je me souviendrai toute ma vie. euh, alors, j'ai souvent gagné à Marseille. J'ai souvent gagné au Vélodrome. Tu n'as jamais C'est pour, marqué, merci. c'est pour ça que c'est un stade que j'apprécie beaucoup. Ouais. J'ai souvent gagné, que ce soit avec Lille, Bordeaux ou Metz. Mais je me souviendrai d'un moment assez fou. C'est quand Didier Drogba se lève. Il me semble que c'est soit entre les deux matchs ou après le match de Newcastle, et il part à l'échauffement en plein match. Et là, il se passe un truc, le stade explose comme s'il y avait un but.
Et sur le terrain, en fait, le jeu s'est arrêté alors qu'il n'y avait pas de touche ou de faux. Les joueurs sont restés figés parce que personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Et là, je me suis dit, oui, ces gens sont fous, quoi. Donc, donc, T'aurais pu le vivre en plus avec le maillot de l'OM sur le dos si t'avais écouté certains messages. ouais, non, bon, après peut-être que c'était le bon choix aussi. J'avais un agent à l'époque qui avait privilégié le projet sportif et je dois dire que Claude Puel avait joué un grand rôle là-dedans, c'est-à-dire que c'était quand même assez incroyable pour moi, qui était à Metz à ce moment-là en Ligue 2, de pouvoir discuter avec des clubs comme Lille ou Marseille. Alors c'est vrai qu'il y a cette gaffe avec José Anigo. Si tu Je peux la sais pas, je raconter sais pour ceux pas qui si connaissent pas. bah, dans cette période-là, j'avais une bande d'amis qui s'amusaient à me faire des canulars téléphoniques parce qu'ils étaient persuadés qu'au vu de ma demi-saison avec Metz, j'allais partir dans des clubs. Donc, des potes à moi m'appelaient, puis ils prenaient l'accent espagnol pour dire le Real Madrid. Enfin, tu vois, des trucs un peu fous. Et moi, qu'un club comme l'OM s'intéresse à moi, ça paraissait trop grand pour moi. Ça paraissait trop énorme. Donc, en fait, quand José Anigo m'appelle, mais mon agent m'avait pas eu le temps de me prévenir, en fait. Donc, quand je reçois le coup de téléphone, je pense que c'est un énième canular. Et quand je raccroche, je lui dis, mais tu fais même pas bien l'accent marseillais. Donc, pour te dire, tu vois. Donc, derrière, je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, je C'est lui dis quoi? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il dit, pourquoi t'as raccroché au nez de l'entraîneur je sais plus s'il était entraîneur ou directeur sportif Il était ouais, plus à, directeur sportif. à ce moment-là. Mm. Il dit, mais t'étais quand même incroyable, toi. Enfin bon. Effectivement, t'as eu ce passage à Lille, puis il y a eu Rudy Garcia, et je voulais parler des Ouais. joueurs que tu avais vus. Il y a Ribéry, donc à Metz, qui a joué une saison avec toi, et parmi les Six joueurs, mois. 6 mois, ouais, 6 mois intenses. 6 mois, ils ont refusé de le. Il a demandé au vu de ses 6 premiers mois, je crois qu'il a demandé une augmentation de l'ordre de 3 000 € Ouais. que Metz lui a refusé et il l'a pris comme un affront. Il est parti à Galatasaray. Mm. Bah, il me semble que c'était au mois Aussitôt, de janvier. Il fait c'est six ça. mois, 6 mois à Istanbul et puis il arrive à Marseille derrière, c'est ça? Il me semble le cheminement. Exactement. Et du coup, après, à Lille, t'as pu côtoyer un certain Dimitri Payet, t'as pu côtoyer un certain Adil Rami, et puis même, j'ai revu une feuille de match, le très jeune Pierre-Emerick Aubameyang, avec Oui. ses 9 matchs, qui a déjà affronté l'OM avec Lille, et t'étais sur la même feuille de match que lui. Voilà, c'était un Mamadou 4-4-2, Niang, Mamadou Niang à Metz aussi. à Metz. On fait la montée à Metz. Je vous laisse imaginer, on a une attaque Niang Adebayor. Oui, bah là, c'est Ligue des Champions, quoi. La Ligue des Donc, Champions. ouais, j'ai joué avec pas mal de joueurs qui ensuite ont eu la chance de bifurquer dans le club phocéen. Il y en a qui il y en a un qui t'a marqué en particulier, que ce soit Ah, humainement. Franck. Ouais, Franck Ribéry, c'était quand même assez fou, quoi. Quand on l'a vu débarquer, on a dit, mais c'est quoi cet énergumène? Il était impalpable, quoi, mais il était. On sentait que la vie l'avait pas épargné, mais qu'il en voulait comme personne, quoi. J'ai jamais vu un mec dans le regard aussi déterminé à y arriver, aussi impliqué, cette rage ou cette colère qu'il avait, il arrivait à le mettre au service du football et au service de son art, quoi. Et quand il est arrivé, je dois dire qu'on en a pris plein les yeux. On a dit, mais attends, il vient de Brest, ce mec? C'est pas... Non, mais attends, c'est pas possible. Il était une division en dessous de nous, ou Mm. 2 divisions en dessous, je crois. Je sais plus. Brest était en national, il me semble. Elle a dit, mais c'est qui ce type? Ludovic, rapidement, du côté sportif sur l'OM actuel, qu'est-ce que tu penses de la saison de l'OM, de son jeu? Est-ce que la deuxième place est assurée ou ça va être compliqué? Non, je crois que l'OM est sur la bonne voie. Alors après, je ne m'explique pas le soubresaut et le changement d'état d'esprit qui a eu lieu contre Auxerre, alors que l'OM était dans une dynamique hyper convaincante où on a commencé tous à penser que le système de l'entraîneur et les consignes et tout ce qu'il était, la philosophie était en train d'être totalement acquise. Et puis, ouais, de temps en temps, il y a ce plongeon qui est dû à mon avis, peut-être parfois un peu trop de facilité ou dans la gestion de l'émotion. Mm. Mais cette équipe, pardonnez-moi le mot, mais je trouve que cette équipe, elle a de la gueule. Mm.
Quand on reprend les dernières équipes de l'OM, quand tu vois ce milieu de terrain, quand tu vois aussi cette attaque, bon, Mm. tu te dis que ce club est en train de se calibrer depuis l'arrivée de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia, même si moi je conteste un peu le. Alors peut-être qu'il avait besoin de. Peut-être que l'OM était aussi une espèce de laboratoire pour Pablo Longoria quand tu es directeur sportif et que tu repars d'une feuille blanche. Ouais. Il faut tenter beaucoup de choses pour voir beaucoup de choses et pour après essayer de trouver un chemin. Il a essayé beaucoup de joueurs, il en a fait venir beaucoup, il en a vendu beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui prône la continuité. Et quand tu regardes au plus haut niveau, pour moi, l'exemple type étant Liverpool, Ouais. euh, c'est la stabilité, c'est le bon sens qui prime souvent sur le résultat et sur la chance de l'assimilation et la compréhension du jeu par des joueurs qui commencent à prendre des habitudes à jouer ensemble. Ça n'a pas de prix. 3 ans ensemble dans le même club, c'est ce que nous, on a eu la chance de vivre quasiment en 2011. Mm. Parce que l'ossature était prête depuis 3 ans. Et puis après, tu as des joueurs qui te font passer dans une autre dimension. Mais je crois que l'OM est en recherche de ça. En tout cas, il y a toujours cette faculté à attirer des grands noms. Et ça, c'est pas rien. Depuis l'arrivée de Surtout. Benatia, c'est ce Ouais. dont tu parles, c'est ce virage qui a été amorcé. Tu parlais de la Hum. stabilité qu'il n'y avait pas forcément sur Longoria, mais effectivement, comme tu dis, depuis que Benatia est arrivé, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Mais c'est. moi, j'aime le style. J'aime ce qu'il peut générer auprès des joueurs quand tu as la possibilité et que tu arrives à convaincre. Alors après, tu arrives à convaincre parce que tu as un entraîneur de renom aussi, hein. Je pense que le choix de Ouais. Zerbi est un choix exceptionnel. Honnêtement, je ne pensais pas, au vu au vu de ses qualités, de ce qu'il pouvait avoir sur la table, je m'attendais à ce que De Zerbi aille dans un top 10 européen, pour être honnête. Donc le récupérer est un miracle. Mais du coup, c'est beaucoup de travail, je pense, parce qu'il a fallu convaincre le personnage. Mais à Marseille, il y a beaucoup de choses qui te permettent de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et le vélodrome est un atout, puisqu'il a dit qu'il était venu en priorité pour vivre l'expérience du vélodrome. Donc, quand tu as quelqu'un qui a du réseau, quand tu as l'univers marseillais derrière, bah, rien n'est finalement impossible. Tu as un milieu international de très très haut niveau quand même. Ouais. Pour moi, le gros chantier, c'est la défense. Ok. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que l'équipe est Bah déséquilibrée par oui. rapport à ça. Je trouve qu'il y a euh, énormément de potentiel et de projections futures à faire avec la partie offensive de l'OM. Sur la ligne défensive, j'ai plus de restreintes. Bah, Donc, là, on attend Luis Felipe. On voit, c'est un peu une transition. Il y a Cornelius, ouais. voilà, qui sont des joueurs, qui sont des bons joueurs, mais qui sont des joueurs d'un calibre moyen. Quand tu vois le contraste avec le reste de l'équipe, ça dénote tout de suite, quoi. Donc, Mm. même si tu as dit, hein, c'est des bons joueurs, c'est des bons soldats, mais si tu veux passer un cap, tu devras renforcer ta ligne défensive. On peut Mm. parler tu vois, même Quentin Merlin, je trouve que Quentin Merlin est un joueur intéressant. Néanmoins, je trouve que par le nombre de ballons touchés, euh, privilégiés par le système de Zerbi dans des zones où il devrait être décisif, combien de Ouais. fois il se retrouve aux abords des 18 mètres, seul. Il devrait être au moins à plus de 10 passes décisives, Merlin, cette année. Quand je revois le nombre de situations dans lesquelles il se retrouve comme ça, seul, et le nombre de fois où il fait des mauvais choix, voilà, ça m'interpelle. Donc, il faut peut-être bosser avec lui, parce que aussi la principale qualité d'un entraîneur est de faire aussi progresser les joueurs qu'il a sous la main. C'est pas toujours de faire des transferts. Mais il y a un gros travail à faire sur Quentin Merlin, il y a un gros travail à faire sur d'autres joueurs. Après, moi, sur la politique, je sais pas, j'ai pas compris. Alors peut-être qu'il y a des choses internes qui m'échappent, mais Chancel Mbemba aurait toute sa place dans, Ah oui. dans, dans cette ligne défensive. Même Maïté, hein. Maïté, bien cadré, je pensais que ça serait un joueur qui aurait plu à Roberto De Zerbi. Ce sont des points d'interrogation, je t'avoue, Ludovic, Ouais, ouais, c'est, des je gros sais points pas, il y a des d'interrogation. choses qui nous échappent là-dessus.
Mais voilà, l'OM doit se perfectionner sur cette ligne-là s'il espère avoir des ambitions européennes. Est-ce qu'il y a un joueur que tu apprécies particulièrement à l'OM en ce moment? Moi, le mien, je le dis de but en blanc, c'est Balerdi, et je le trouve incroyable. Mais j'ai vu que tu avais tweeté Benasser, le Verratti de l'OM. Est-ce que c'est le Ouais, joueur que tu choisirais? on va dire pour moi, il y a une familiarité dans le style de jeu. Hmm. On va dire que Benacer, c'est Verratti. Et encore une fois, comprennent que ceux qui ont une vraie passion pour ce jeu, évidemment que je compare pas les deux joueurs comme Oui. ça, bêtement et factuellement. Et c'est le Je joueur dis que qu'il tu y a, choisirais? je dis qu'il y a je sais pas. Hmm. Je sais pas, honnêtement. Je trouve, et je vais peut-être te surprendre, que Geronimo Rulli a changé beaucoup de choses dans cette équipe, Ouais. qui n'avait peut-être pas la confiance nécessaire, et que ce gardien, par quelques arrêts, a généré quelque chose de. Je pense que j'ai discuté avec pas mal de sélectionneurs, d'entraîneurs et de. Tu sais, la première chose qu'ils me disent quand ils choisissent un projet, Hmm. ils regardent le gardien de but. D'accord. Beaucoup m'ont dit, j'ai signé dans des clubs, même des fois des bons clubs, parce que le gardien de but est pas. Et tu vas nulle part sans un bon gardien de but. Et je trouve que Geronimo Rulli a apporté quelque chose. Je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé, et notamment avec les arrêts qu'il a fait en début de saison, où il fait basculer finalement l'OM dans la bonne partie du tableau plutôt que dans la mauvaise. Je trouve il a apporté une grosse pierre à l'édifice marseillais cette saison. Juste avant de passer aux questions sur l'arbitrage, qu'est-ce que tu penses de notre président, mais par rapport à sa discrétion sur ce qui se passe autour de Nasser, que Daniel Riolo pointe parfois du doigt, parce que c'est quand même, il représente une immense institution, et c'est vrai que dans ces affaires-là, même par rapport à DAZN, on le trouve plutôt discret, Pablo Longoria. Qu'est-ce qu'il fait, selon toi? Il y a une interrogation Mm. réelle sur le rôle de l'OM qui, en termes de popularité dans le cœur des Français, et donc quand il y a les audiences, à mon avis, l'OM ne doit pas être loin du Paris Saint-Germain, voire peut-être devant. Donc l'OM devrait se mêler de manière plus sérieuse, on va dire, ou du moins avec plus de poids Comme dans le les. président de Lens, par exemple. Voilà. Et je sais pas, ça se passe peut-être à d'autres niveaux, puisque Pablo Longoria ne reste qu'un dirigeant, un président qui est qui délègue, enfin un président délégué, on va Mm. dire, puisque le patron est Franck McCourt. Donc peut-être que Franck McCourt a d'autres intérêts, et donc je suppose qu'il doit discuter de tout cela avec Pablo Longoria, et Mm. donc il y a peut-être quelque chose qui nous échappe là-dedans, parce qu'il y a une espèce de. Il y a une forme assez illogique de l'absence de l'Olympique de Marseille dans des discussions qui concernent l'avenir du football français. Mm. J'ai l'impression que tout sort au fur et à mesure, donc peut-être qu'on en apprendra plus dans les mois qui vont arriver. Mais oui, c'est une surprise que Pablo Longoria soit pas plus investi et dans les discussions. D'autant que dans la négociation de l'arrivée de Bean, Mm. lui perd du coup minimum 20 ou 30 millions Ça pose dans question. le fait que le Qatar, tu peux pas mettre le Qatar comme sponsor à Marseille, c'est Mm. impossible. Et que dans la redistribution, je trouve que l'OM est désavantagé dans la redistribution des droits Mm. domestiques, alors que peut-être que l'OM est le premier générateur de. Si tu dois mettre quelque chose sur la table, Mm. c'est ce qui se passe à l'OM, quoi. C'est l'OM, c'est tu fais un débat tous les jours. Nous, à l'équipe, l'OM, bon, bah, ça fonctionne, quoi. Hein. Ouais. C'est un contre-pouvoir qui est sous-exploité, en fait. C'est ça qui est dommage. Bah, alors, il doit y avoir une explication, c'est pas Ouais, possible. c'est ça. Il doit y avoir une explication. Mm. J'attends honnêtement de savoir laquelle parce que il y a quelque chose qui m'échappe. C'est curieux. Bon, on va parler de l'arbitrage. Par où commencer?
Moi, j'avais envie de commencer par, par le commencement. C'est à l'arrivée de Benatia. Je trouve qu'il y a eu un changement de cap, c'est-à-dire une volonté d'amorcer un dialogue. Alors, un dialogue parfois houleux, comme on a pu le voir quand il était dans le stade du Groupama, le Groupama Stadium, Hum. avec le carton rouge de Balerdi, etc., ce qui s'était passé, enfin voilà, on connaît tous la suite, suspension. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de front, voilà, c'est ça, de front, amorcée par Benatia dès son arrivée sur l'arbitrage? Disons que je trouve qu'elle a été un peu trop mise en avant. D'accord? Tu vois, c'est sorti beaucoup trop vite sur cette volonté d'être plus agressif. Ok. Donc ça veut dire Ça aurait pu être que, plus crescendo selon toi. ben non, mais ça aurait pu être plus discret surtout. Ok. C'est-à-dire que tu aurais pu, les deux concernés auraient dû être juste Pablo Longoria, le propriétaire et Mehdi Benassia. Or, c'est sorti très rapidement dans les émissions de foot et donc ça veut dire que les instances se sont préparées à ça. Hmm. Donc se sont déjà préparés à répondre à ça. Donc ils étaient déjà dans une posture défensive. Ça se tient. Puisqu'ils ont, à mon avis, eu l'impression qu'on allait les attaquer. Et quand tu es dans une posture déjà défensive, quand tu es avec quelqu'un, bah, tu peux pas avoir le bon dialogue. Donc, je trouve que c'est une erreur de com d'avoir laissé filtrer que l'OM allait plus rien laisser passer. Je trouve que c'était pas une bonne idée de faire cela. Après, cela étant dit, je veux dire, il ne faut pas avoir la mémoire courte non plus. Ce sont des procédés qui se font depuis la nuit des temps. Hmm. J'ai eu l'occasion de revoir des vidéos des uns et des autres, et parfois de ceux qui se permettent ou qui se sont permis il y a quelques jours de sauter à pieds joints sur Pablo Longoria. Bon, on ne peut pas dire que ce soit des exemples en termes de moralité sur le sujet. Donc, c'est parfois assez drôle comment le football français a la mémoire courte. Néanmoins, donc tu me poses cette question, je trouve que c'est une erreur d'avoir tout de suite comme ça voulu annoncer la couleur, d'autant que Mehdi a un côté quand même, Mehdi déjà, t'as pas besoin de le dire, Mehdi il en impose déjà. Ouais, Il a du charisme, il a de la gouaille, il a un passif, il a une crédibilité, donc c'est clair. le charisme il est déjà là, t'as pas forcément besoin d'annoncer la couleur. Donc ça, je ne sais pas si c'était voulu que ça filtre ou pas. Peut-être que c'est sorti, mais je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû rester plutôt masqué, parce qu'il n'y avait plus l'effet de surprise après. Euh, Ouais, moi, ce qui c'est un me... dialogue qui a été rendu public, donc forcément, c'est toxique. Forcément, t'imagines aux instances de l'arbitrage qui ont dit ah ouais, ça veut nous mettre la pression. Ben, on va voir. Sachant que entre les arbitres et l'OM, c'est les arbitres qui ont le pouvoir, hein. Hmm. C'est pas l'OM. Donc voilà. Après, si tu veux qu'on aille sur la sortie de Pablo Longoria, J'allais y comme venir beaucoup. justement. Est-ce on peut parler d'abord de la Ouais, suspension de Benatia par rapport à vas-y. l'étang? Qu'est-ce que tu penses de la différence de sanction entre Benatia et l'étang après ce qui s'est passé à OM Lille? On se souvient en plus c'était avec Stinat, donc on pourra faire la transition juste après. Qu'est-ce que tu penses de cette différence? J'ai revu les images Hmm. en long, en large et en travers, parce que quand tu te positionnes sur un sujet aussi fragile et houleux que celui de l'arbitrage, bon, tu essayes d'être au moins raccord avec les faits. Euh, j'ai étudié toutes les images possibles de ce qui avait été présenté sur ce match-là, et je ne peux pas concevoir que M. Stinat s'est senti plus agressé par Mehdi Benassia que par Olivier Létang. Honnêtement, je ne vois pas. J'ai beau tourner mille fois la situation, puisque M. Sinat a rappelé dans son rapport qu'il y a eu un sentiment d'agression de la part de Mehdi Benassia, ce Hmm. qui n'a pas été le cas d'Olivier Létang. Ça, c'est pour Exact. moi, c'est une énigme et une interrogation. On aurait aimé que cette interrogation soit levée lors de la dernière interview de M. Stinat, Hmm. ce qui n'a pas été le cas.
Donc, les sanctions derrière me paraissent évidemment disproportionnées, mais ils s'appuient sur un rapport. Mm. Déjà, ça met la puce à l'oreille sur si tu es président du club de Marseille, si tu es supporter de Marseille, ou même si tu es comme moi un suiveur assidu de ce qui se passe dans le monde du football, qui est un milieu qui te passionne et que tu adores. Bon, bah, tu te dis, la vraie question, c'est pourquoi? Après, sur le sujet, est-ce que les dirigeants mettent et ont à venir comme ça sur le bord du terrain? Autre Ça, chose. pour moi, c'est un autre sujet. Et ce sujet-là, il faudra le traiter à un moment ou à un autre. Parce que ça me paraît être important de dire qu'il y a une limite à un moment donné à ne pas franchir non Mm. plus. Parce que même si on parlera d'arbitrage tout à l'heure et que moi j'ai tendance à dire qu'il y a énormément de réformes et de dysfonctionnements, il faut quand même partir du principe qu'arbitrer est très, très, très difficile aujourd'hui entre le règlement qui est pas le même pour tout le monde, qui est soumis beaucoup ou trop à l'interprétation en fonction des championnats, même parfois en interne au niveau des clans arbitrales. Heu, Mm. Moi, c'est ça qui me chagrine, c'est que, au-delà du problème de l'OM, le problème de l'OM met en lumière, mais comme d'autres avant, hein, c'est-à-dire que l'année d'avant, tu pourras aller faire le constat, ça aurait pu être Lyon, ça Mm. pourrait être Monaco, ça pourrait être Lille. Chaque saison, tu vas avoir une équipe qui a le sentiment vraiment qu'il y a un loup quelque part. Et donc ce sentiment-là, il faut l'analyser, il faut le comprendre. Et moi, mon raisonnement, il est que, et d'ailleurs, ce raisonnement a été confirmé par une situation de terrain, puisque pendant 2 ans, j'ai été consultant pour le groupe Amazon Prime. Donc, j'ai accès à la coulisse et j'ai accès aux discussions en off, Mm. on va dire. Et tout ce que j'ai entendu en off, puisqu'on se retrouvait souvent dans les mêmes hôtels, dans les mêmes trains avec les arbitres, qui sont d'ailleurs des gens très intéressants quand tu les prends comme ça à part. J'ai trouvé des gens vraiment passionnants. Mm. Mais ce qui me chagrine le plus dans la corporation, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Donc, en fait, il y a plusieurs leaderships à l'intérieur de ce monde-là. Mm. Et ces leaderships-là s'affrontent. Et donc, quand tu as trois, parce que c'est des séries de trois, les arbitres, ils fonctionnent par trois, Mm. généralement. Quand tu as trois qui sont sur le terrain et trois qui sont soit en concurrence, ou soit qui n'ont pas le niveau, ou qui estiment qu'ils n'ont pas le niveau parce qu'ils sont là depuis très peu de temps et qui doivent juger un arbitre expérimenté qui est sur le devant de la scène, Mm. bon, bah, il n'y a pas toujours d'objectivité dans les choix qui sont faits. Il y a aussi un manque de leadership total, et là je pointe la direction de l'arbitrage, et notamment Monsieur Gauthier. Mm. Euh, j'ai entendu des choses, et c'est pour ça quand je les vois tous là, alors c'est normal, ils ont le sentiment, le mot corruption, moi il est indéfendable. Ouais. C'est pour ça que j'en veux à Pablo Longoria, c'est qu'il va nous éviter, ce mot-là étant lâché, Mm. maintenant c'est plus possible de parler de quoi que ce soit, C'est ça, tous les débats sont éteints, on peut plus discuter de plus rien parce que le mot interdit a été lâché. Et j'en veux à Pablo Longoria d'avoir fait ça, c'est-à-dire que même si quelque part je ne vais pas le critiquer comme beaucoup l'ont fait et qui se sont permis de sautiller à pieds joints sur lui, puisque moi j'ai été à l'intérieur du système. Mm. Donc je sais qu'à un moment donné, la colère et le sentiment d'injustice peut te faire dire des mots que tu ne penses pas. Il m'est arrivé de me prendre la tête plein de fois avec les arbitres et de M. Chaperon notamment, où j'ai été expulsé en Coupe de France parce que à un moment donné, avec lui, c'était toujours trop, quoi. C'était trop, c'est trop. Et à un moment donné, quand ça explose, mais il y a que les gens qui n'ont pas connu cette atmosphère de terrain, de pression, de concurrence, le monde du foot. C'est pas le monde. C'est un monde où t'es soumis constamment à une espèce d'adrénaline à des émotions qu'il faut canaliser tout le temps. Et des fois, bah, ça peut exploser. Mm. Ça peut exploser. Moi, j'ai une certaine forme
de sympathie pour Pablo Longoria et j'irai pas le piétiner, même si je trouve qu'il a fait une énorme erreur de com. Mais tu sens que entre un moment lucide où tu vas devant les caméras et tu dis ce mot-là et une colère froide dans un morceau de vestiaire entouré du staff de l'OM ou et je sais pas, vous êtes déjà engueulé avec votre femme, mais vraiment engueulé. Tu descends à la cave pour lâcher deux, trois noms d'oiseaux et t'en penses pas un mot. Mais sur le coup, tu as besoin Faut que extérioriser, quoi. la colère n'est pas, elle est pas signe de réalité, la colère. La colère, elle te met dans des émotions et dans des perspectives qui ne sont pas réelles. Le mot utilisé va nous, alors qu'il y avait un travail de fond qui avait été fait sur les dysfonctionnements, et là on aurait pu, parce que on va pas se mentir, l'arbitrage a besoin d'une réforme profonde. Mm. Et je te parlais tout à l'heure des off. Le constat de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de boss. Il n'y a, Ouais. pas de, il y a pas de chemin, il n'y a pas de trajectoire. C'est ce que Il y tu a... tweets, tu dis aux abonnés absents comme à son habitude en parlant Mais oui, d'Anthony Gauthier, voilà, caché probablement sous son bureau en attendant que ça se tasse. Mais tu dis bah ça par oui. rapport à la nomination de Monsieur Stinat qui fait suite, justement, qui donne suite à Mais ça va à ce au-delà de ce ça. dont tu parles. Ça va au-delà de ça, puisque moi, les arbitres m'ont dit, vous savez, nous, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une polémique, on est au centre, on est dans l'œil du cyclone, Mm. personne, je dis bien personne, D'accord. ne vient nous défendre. Personne ne nous débriefe, personne ne vient nous défendre. Mm. On est livré à nous-mêmes. D'accord. C'est pour ça, quand M. Pignard parle de famille et tout ça, ça me fait. Bon, et je suis obligé de rigoler un petit peu parce que je connais l'arrière-boutique et je sais ce qui s'y passe vraiment. Donc là, il est obligé de faire coalition par rapport aux mots utilisés. Et ça, Mm. c'est indéniable. Ouais. Mais parler de famille, excusez-moi du peu, mais pour la plupart, ils se détestent tous. Soit ils sont en concurrence, soit ils s'aiment pas, soit ils se critiquent, mais comme dans beaucoup de corporations, hein, Oui, c'est donc, un milieu qui est soumis à beaucoup de concurrence, voilà. quoi. C'est, ouais. Mais pour moi, s'il y avait un leader, parce que moi, si j'étais directeur de l'arbitrage, mais moi, j'irais prendre le dos de tous les mecs qui sont en difficulté. Ouais. C'est mon métier, j'ai été choisi pour ça. Donc, mes arbitres, je vais les défendre, je vais faire des débriefs, je vais essayer de comprendre. Mm. Et quand il faut aller à un moment donné sur les plateaux, non mais vous vous rendez compte, c'est les arbitres eux-mêmes qui sont allés faire leur défense, chacun dans leur coin. Ouais. Et c'est, Monsieur Gauthier, invisible. Moi, ça me dépasse. Tu es directeur d'un pôle de personnes, donc c'est à toi de prendre les coups. C'est à toi d'aller défendre tes gars, parce que c'est ces gars. Donc c'est à toi d'aller au front pour eux. mm. Eh ben non, il les Là- laisse. Donc chacun est dans son coin, chacun dit ce qu'il a à dire, mais ça fait pas sérieux. Et ça démontre encore une fois qu'il y a un vrai problème de trajectoire, de suivi, c'est de l'amateurisme le plus ouais. complet. D'ailleurs, les arbitres te disent que les stages de début de saison, c'est une blague. Dans quel C'est une sens? blague. Ben, c'est un niveau, mais ras des pâquerettes. D'accord. Par Ras rapport des pâquerettes. par rapport au côté technique, par rapport à À leur à la préparation, en fait. la Leur clarté, préparation. par Comment tu rapport à peux la expliquer? clarté des mesures qu'on doit prendre sur le terrain, des nouvelles règles, etc., c'est ça? On va prendre l'exemple assez flagrant qui a créé toutes les polémiques du geste entamé pour faire un geste technique Hmm. et qui involontairement va créer une zone de blessure ou du moins un geste répréhensible sur un joueur. Ouais. Rappelle-toi, Bradley Loco avec, je ne sais plus s'il était avec Reims ou avec Brest, c'était à Brest, je m'en souviens très bien. Je ne Mhm. sais plus s'il portait les couleurs de Brest ou de Reims. Il avait entamé un dégagement et sa jambe était retombée donc sur le pied, portant lourdement atteinte à l'intégrité du joueur. D'accord. Donc le débat c'était, bon, il a entamé son geste, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que d'avoir une continuité de geste en fait. Quand Ouais, tu fais ouais. une frappe, ton pied commence là, il va finir là, on ne peut pas faire autrement. Et ça avait été, donc il avait pris rouge directement, il était passé en commission et ils avaient annulé ce rouge. D'accord. Moi, pour moi, les actions se ressemblent dans le sens d'une intervention et un geste qui paraît technique et qui finit malencontreusement comme une faute ou une faute manifeste. Donc c'est Euh, comparable au geste de corner de Harit, but.
Harit qui prend ce contrôle, où il part pour faire un contrôle aérien, et dans le développement de son contrôle, Hmm. va toucher la poitrine de Marquinhos. Singo qui, dans un geste de vouloir éviter le gardien, touche. Voilà. Oui, Il y a le geste de Marquinhos aussi à Lens, effectivement, ouais. match de Lens. Qui a été Donc, repris par la communauté. Oui. c'est des situations qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire le départ d'un geste technique, alors intervention défensive, contrôle aérien, ce que tu veux. Donc, Même Cornelius face à démarrage d'un Auxerre. geste technique qui finit mal. Et ben pour ces 4 situations qui se ressemblent, il y a 4 différences de traitement. Hmm. Et c'est ça, à un moment donné, qui crée l'incompréhension de les mains dans la surface de réparation. C'est pareil. Donc, si tu veux, c'est ça qui crée à un moment donné le trouble parmi tout le monde et que tout le monde a l'air ne comprend pas. Il n'y a pas d'uniformité dans les Ouais. décisions arbitrales. Chacun y va et là, dans l'interprétation. S'il y avait quelque chose qui dit, voilà, on démarre un geste technique, ça finit. L'exemple type est que Monsieur Le Texier ne sait pas quoi dire. Hmm. Il dit j'ai vu la trace sur le. Sur le torse de Marquinhos. Mais si tu regardes bien Hmm. l'impact, il n'est pas les crampons face au torse de Marquinhos. L'impact, il est sur un contrôle extérieur Du qui va ballon. Hmm. ripper avec les crampons qui vont ripper puisque c'est une griffure. C'est pas des marques de crampons, c'est des griffures. Donc c'est là, après, si tout le monde dit, OK, c'est carton jaune pour ce type d'action, c'est carton jaune. Moi, il y a qu'un élément sur lequel ça peut changer, c'est sur la santé physique du joueur. Ouais. Si le joueur ne peut pas reprendre, ce qui est le cas pour Donnarumma, et pour moi, c'est rouge direct. Et Singo a pris jaune. Ce qui paraît illogique. Même pas, Il a il a pris, même pas pris jaune. non, il Non. a pris rien. Hmm. Il a pris rien. Hmm, hmm. Donc, Il y a un problème comment tu veux, structurel selon comment toi. tu veux à un moment donné comprendre qu'un mec, il a 10 points de suture, il sort du terrain Hmm. et qu'il n'y a même pas un carton? Et pourtant, Ludovic, je sais pas si tu sais, mais Amaury Delru, Michael Landreau sont des personnes qui travaillent actuellement à la fédération pour l'arbitrage, qui essayent de mettre des choses en place pour clarifier, etc. On avait l'impression qu'il y avait eu un nouveau virage, et pourtant, bah, cet arbitrage français, ça va de mal en pis finalement. Ben, je sais pas, non, Mika a pas l'air d'avoir beaucoup de poids. Pourtant, Mm. c'est un bon médiateur, c'est quelqu'un qui connaît bien le métier. Qui aurait pu faire ce pont entre les joueurs. Bah oui, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir. Mon cheval de bataille, c'est la réforme. On voit Ouais. que notre football a besoin quand même, on le voit là, on arrive au fin d'un système. Notre football a besoin d'être réformé à tous les niveaux. Et l'arbitrage n'y échappe pas. Même s'ils veulent avoir leur corporation à part et qu'on ne les embête pas et qu'ils n'ont pas à se justifier. Mais ça peut plus continuer comme ça. On voit la tension qui monte. C'est pas, on n'est pas tous parano. Il n'y a pas que Marseille. Des erreurs arbitrales et des folies, on en constate tous les week-ends. Tous les Mm. week-ends, on voit des trucs. Mais c'est pas des choses où on peut être parfois à 50-50. On va se dire, ouais, bah là, des zones grises, on va dire. C'est plutôt des zones où des fois, la faute sur Jonathan Rowe, mais contre Strasbourg, si là, tu me dis qu'en tant Euh, qu'arbitre, il y a quelqu'un qui peut te dire il n'y a pas penalty, mais il ne connaît pas ce métier-là, ouais. ou il ne connaît pas ce jeu, c'est Et pas possible. pourtant, t'as la VAR derrière. C'est ça qui est Mais, insupportable aussi. Et pour te paraphraser, tu dis que cette saison, en tout cas, il y a des choses louches concernant l'Olympique de Marseille. Alors bah, effectivement, il y a des dysfonctionnements, ouais, sans il y a des tomber dans une dysfonctionnements. théorie du complot, Non, évidemment, non. euh, euh, toi tu dis ça et c'est clair, il y a des dysfonctionnements et cette année on en prend plein la tête. Et donc voilà, l'OM est clairement arbitré différemment. Moi, complot, je vais pas dans ces j'ai Ouais. pas besoin d'aller dans ces considérations-là. Mm. Pour moi, c'est clairement un manque de leadership. Avec un homme qui donne des directives, qui débriefe des arbitres, il y a un suivi, il y a une, il y a un- il y a un- il y a une ligne conductrice, il y a quelque chose. Euh, Et puis à un moment donné aussi, la VAR a fait qu'il y a une certaine forme de fainéantise de l'arbitrage. Ils là- n'ont plus les réflexes. Ils n'ont plus les réflexes. Il y a une forme de paresse. mm. Et on les voit moins inspirés, moins proches des actions, moins enclins. Et puis on voit Ok. aussi que
quand l'arbitre central a moins de pouvoir, l'arbitre central, c'est celui qui voit le mieux le jeu, qui sent l'atmosphère, qui sent la vitesse de jeu, qui sent. Donc, en fait, la décision doit lui revenir. Mm. Et tu peux pas, parce qu'à un moment donné, tu réclames ou on t'a appelé en haut, ou on t'a dit de être noté moins bien, pas moins bien et tout ça. Mais c'est une folie furieuse ce système. C'est une usine à gaz, c'est une folie. Mm. Entre ceux qui ont peur, le jeune qui débute dans le car et qui doit appeler Monsieur Turpin, et il sait qu'il va se faire démolir parce qu'il a osé appeler ou déjuger Monsieur Turpin, donc il ne le fait pas. Et à l'inverse, Monsieur Turpin, quand il est dans le car, il va se permettre d'eux parce qu'il se sent la légitimité d'être le meilleur arbitre français dans un classement d'une opacité dont on ne sait rien. Je vous mets au défi de savoir pourquoi il y en a un qui est descendu en fin de saison et Mm. pourquoi Madame Frappard est meilleure arbitre française en 2019 ou machin. Je vous mets au défi de connaître la notification, la manière de noter, le classement. C'est d'une opacité sans nom. Et Mm. aujourd'hui, on a besoin de transparence par rapport à ça. Mais, Parce que sinon, tu ouvres la porte justement à des réflexions de ce type en se disant mais pourquoi c'est si opaque tout ça? Pourquoi? Et ça laisse la porte ouverte à plein de choses en fait. c'est vrai, Ludovic, tu parlais d'un problème structurel. Donc, tu as pointé du doigt notamment la nomination de Monsieur Stinat, qui a un passé justement avec, on en a parlé tout à l'heure avec OM Lille par rapport à Benatia. Tu as parlé de conflit d'intérêts entre guillemets, mais plus de, ouais, de biais cognitifs, enfin, biais cognitifs, biais humains par rapport au petit jeune, par exemple, qui peut être dans le Lavar, à appeler Monsieur Turpin, qui est mort de trouille parce que ça peut changer quelque chose vis-à-vis de lui. Mais par exemple, il y a eu aussi ce truc-là par rapport à Hawkeye, tu as dû en entendre parler. Pour rappel à ceux qui nous regardent, c'est une entreprise voilà, qui embauche les opérateurs VAR. Et il y a le questionnement de ces opérateurs VAR qui pourraient avoir des biais de supporters, malgré la position importante qu'il a. Voilà, Daniel Riolo en a parlé, on est passé dans l'after. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Dans, Là, on a mis sur dans la le, table pas mal de choses quand même. dans le championnat le plus sérieux du monde, la Première Ligue, bon, ben, regardez le reportage que l'on a fait à l'équipe, il y a pas, sur la chaîne L'équipe, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission, il me semble que c'était dans l'équipe de Greg, Mm. vous regarderez, bon, ben, Howard Webb, considéré comme un ponte dans l'arbitrage anglais, bah, c'est fait. En Angleterre, c'est fait. Les gens qui travaillent pour les images, les réalisateurs, ont un questionnaire à remplir sur leurs orientations club, s'ils supportent ou pas un club. Mais ça me paraît juste d'une logique Ouais. implacable, en fait. C'est pour que ça ne laisse pas de place au fantasme. Mm. Et ça me paraît juste du bon sens. Mais comme on manque cruellement de bon sens partout, comme le génie qui a dit mais est-ce que ça serait pas une bonne idée qu'on envoie Monsieur Stina sur le prochain match de l'OM? Mais rien que pour le protéger lui déjà. Mm. Oui, on voit ce Parce que qui s'est passé pour lui ensuite. là, on discute sérieusement, mais moi, alors, il n'y a pas de connivence avérée pour l'instant, mais je voudrais pas que ça dérape au point d'aller crever des pneus. C'est pas ce que l'on souhaite. Là, on discute de choses sérieuses. Mm. Moi, en personne ne prône l'atteinte physique de ces gens-là. Mais qui est le génie qui s'est dit, mais tiens, moi, je vois pas de problème à ce que M. Stinat aille arbitrer l'OM. Au pire, au pire, bah, ça a dégénéré comme ça a dégénéré là. Au mieux, mais même Auxerre. Moi, si je suis supporter d'Auxerre demain, Mm. l'OM gagne 2-0 sur un but un peu litigieux. Tu vas pas aller penser que M. Stinat, sous la pression de ce qu'il a subi, est totalement objectif dans le jugement qu'il peut avoir. Mm. Mais Exactement. tu le mets en difficulté quoi qu'il arrive. Mm. Tu le mets en difficulté quoi qu'il arrive, même si lui te dit qu'il est prêt à repartir au feu, qu'il faut remonter, il faut, quand on chute de cheval, il faut remonter, ok. Mais quand tu chutes de cheval, peut-être que tu remontes pas sur un pur sang qui peut t'envoyer en l'air en 2 secondes. Peut-être que tu reprends doucement tes marques avec. Tu vois, ça paraît fou. Donc voilà, moi ce que je dénonce, c'est ça. Je suis pas pro-marseillais, je suis pas pro-parisien, je suis pro-foot et Mm. je suis pro-Ligue 1. Donc, je veux que notre championnat aille mieux. Je sens que les fondations sont en train de s'écrouler, et notamment sur la Comme jamais. direction de plein de choses. Mm. Sur la direction de la Ligue, sur la direction de la Fédé, sur la direction de l'arbitrage. En fait, il n'y a pas de leadership nulle part, et tout part à volo. Donc après, évidemment, hein,
l'interprétation et les suppositions naviguent de partout. Mm. Moi, je veux défendre mon foot. Je veux un foot équilibré, juste. Et parfois, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça. Ton discours parfois peut ramener des réactions qui vont dire oui, t'es Et le pro-Marseille, etc. clubisme, les gens ne voient pas Ex- plus loin que le bout de leur nez. mais pour... C'est je ne vois que par le biais de l'OL, je ne vois que par le biais de l'OM, je ne vois que par le biais du LOSC, je ne vois. Ils défendent pas les intérêts. En fait, c'est comme nos dirigeants. Mm. Ils mesurent pas l'importance de voir à plus loin, en Pour fait, de toi, voir d'avoir des coups d'avance plutôt que d'avoir un regard qui est là, juste, qui va pas plus loin que le bout de ton nez. En fait, il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie, il faut avoir. ouais. Mais pour... C'est l'OM aujourd'hui, ça sera Lyon l'année prochaine, et puis les mêmes qui sont en train de vous cracher dessus pleureront parce qu'ils estimeront qu'ils sont dévalorisés par l'arbitrage, et ils y viendront de toute manière. Moi, mon cheval de bataille, je le redis, c'est la réforme de l'arbitrage. Mm. Je trouve qu'il y a d'énormes dysfonctionnements. Ceux qui veulent pas le constater sont pour moi des menteurs, parce que les faits sont quand même avérés tous les week-ends. Voilà, moi je veux qu'on change ça pour il y ait moins d'événements comme on a vu là, où, parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Mm. Ok, les arbitres sont parfois dans un métier difficile, c'est dur, c'est tout ce qu'on veut, ils sont mis en avant, ils sont mis en lumière, ils sont et être président et être joueur d'un club comme l'OM, c'est pas être mis sous pression constamment, c'est pas, c'est pareil en fait. Donc l'idée, c'est que ces deux mondes-là se rapprochent en bonne intelligence pour se dire comment on fait pour que ça aille mieux. Mm. Bah non, je vois plutôt moi le monde de l'arbitrage continuer à rester dans ce petit monde à part. Pourtant, partout on nous dit que l'arbitre fait partie du jeu. Donc, si vous faites partie du jeu, ben, soyez avec nous, en fait. Ayez aussi cette autocritique de pas toujours dire les joueurs les méchants, les présidents les méchants, et que ça aille pas toujours dans un sens. Qu'il y ait aussi à un moment donné une prise de conscience qu'il y a mieux à faire, qu'on peut mieux les aider, qu'on peut mieux utiliser le système pour qu'ils aient moins de pression, pour qu'ils aient moins pour qu'ils puissent arbitrer avec plus de sérénité. Aujourd'hui, l'usine à gaz du monde de l'arbitrage leur met une pression terrible. Il n'y a pas que les présidents, il n'y a pas que les joueurs. C'est leur système et la manière dont le système est conçu qui Mm. leur met une pression terrible. Et Mm. ça, ils ne veulent pas le dire. Mais ton Ou- discours, il est nuancé, mais pourquoi t'es l'un des... Enfin, il est nuancé, il est noble, pourquoi t'es l'un des seuls à tenir une parole libre, entre guillemets, avec Daniel Riolo, peut-être dans les médias? On voit beaucoup qu'il y a des prises de position, voilà. Tu me parlais du clubisme, mais il y a autre chose aussi. je jugerai personne. Je dis simplement que moi, quand je suis venu dans ce milieu-là, je suis venu comme je suis venu. Ok, Je suis venu comme quand j'étais joueur, c'est-à-dire avec une parole libre et pas de préférence. J'ai une liberté totale de parole parce que je ne suis dans aucun réseau. voilà. Donc je me fâche parfois avec des gens, et c'est peut-être ce qui m'empêche de revenir dans le système en tant qu'entraîneur ou de revenir proche des terrains, mais je ne fais pas de différence entre quelqu'un avec qui j'ai joué ou d'avec quelqu'un avec qui je suis en conflit ou que j'aime pas, ou je défends ce que je ressens, ce que j'ai ressenti au travers de ma carrière, de mon expérience. Je donne mon avis en fonction de ça. Je ne donne pas mon avis en fonction de ma relation avec un tel ou Mm. de la potentialité d'avoir des choses avec un autre. Ou... Ma parole est libre. Ma parole est libre. Donc, je ne jugerai pas pour les autres. Il serait bien de leur demander, de leur poser la question. Moi, personne ne fait pression sur moi. Je dis ce que je ressens. Je ne dis pas que j'ai raison. Ouais. Je dis simplement que bah, dans ce sujet qui nous est proposé, c'est-à-dire l'arbitrage et l'Olympique de Marseille, bon, bah, moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je travaille, je regarde et j'ai mon avis. Je ne dis pas que mon avis doit être partagé par tout le monde et que j'ai raison, mais je donne mon avis, et sans avoir de pression ou sans avoir d'intention ou de... Voilà, Ok, je suis moi, en fait, moi qui ai vécu dans ce monde, d'accord. et je dis le ressenti par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Ok. Pour terminer là-dessus, sur ce sujet, voilà, De Zerbi a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il a dit,
C'est la dernière fois que je parle des arbitres jusqu'à la fin de mon aventure à l'OM. Je suis désolé pour ce qu'a subi Monsieur Stinat, etc. On n'a pas perdu à cause de lui à Auxerre, mais son rôle a été déterminant. Je crois en la bonne foi des arbitres, mais l'arbitrage n'a pas été serein. Il y a eu des erreurs évidentes. Ils nous ont pénalisés à plusieurs reprises. Voilà, j'ai dit à mes joueurs de ne plus parler de l'arbitrage, etc. Voilà, ça c'est. Qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations et est-ce que tu peux nous dire pour finir si finalement la sanction de Pablo Longoria, qui a tenu des propos forts finalement, est méritée? Bah, le mot corruption mérite sanction. Il n'y Hmm, a pas, y a pas à discuter là-dessus. Donc, clairement. après, je sais pas, j'ai pas regardé exactement le rapport et les raisons qui ont poussé à mettre 15 matchs. Bon, bah, écoutez, s'ils l'ont décidé ainsi, c'est que ça devait être ainsi. Mais Hmm, moi, comme De Zerbi, je pense que l'OM et son entraîneur ont des joueurs et un entraîneur qui doivent permettre de passer au-dessus de cela. hmm, Il faut parfois aller contre la fatalité. C'est comme ça. Et de toute façon, tu n'as aucun moyen de te battre. Tu l'as vu. À chaque fois que tu veux le faire, tu te confrontes tu rentres dans un mur. Donc, hmm, plutôt que de continuer à foncer dans le mur, vaut mieux parfois le contourner. Donc, c'est intelligent de la part de Roberto De Zerbi de remettre du sens dans ce qui se passe sur le terrain et que bah, malgré le fait que parfois la fatalité ou la destinée ou ce que l'on en pense, chacun verra sa version, hmm. que la façon de jouer de l'OM et les joueurs que tu as à l'OM, ça doit pouvoir faire la différence, au-delà parfois même des erreurs d'arbitrage. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part. Bah merci Ludovic, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi là-dessus. On a abordé pas mal de sujets. Ce serait un plaisir, comme tu as dit, de te revoir ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager voilà, le média Massilia Zone sur Insta, sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Voilà, ça nous fait plaisir et ça nous met l'algorithme dans la poche. Ludovic, à bientôt peut-être. Merci À encore. bientôt, comme vous voulez. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est frais comme type de média et à refaire parce que j'aime beaucoup le format. Merci beaucoup. Merci Ludovic d'avoir accepté de t'exprimer ici. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.